Chers amoureux de la littérature, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce numéro de Belles Lettres qui reçoit pour vous l'écrivain Tata Longi Béatitude, un homme pétri de talent, un écrivain qui au jour le jour s'affirme dans la sphère littéraire congolaise. Je n'en dis pas plus, découvrez-le à travers cet élément. Bia Bwetusiwa Hervé Michel, alias Tata Longi, est un écrivain congolais né à Kinshasa. Juriste de formation, avocat depuis 15 ans, il s'est consacré à l'écriture depuis toujours. Mais c'est en 2017 qu'il a publié son premier recueil de poésie, Mais j'aime. Un deuxième a suivi en 2018, Cœur épelé. En février 2020, Bateki Mboka, sa pièce de théâtre, a été éditée par Nzoi. Il a comme projet un roman pour 2021, une pièce de théâtre en collaboration avec une auteure, un récit en lingala en collaboration avec un illustrateur. Il a initié les concerts des mots, un spectacle de poésie orale, et il est l'initiateur avec le café littéraire de Missy du magazine Lilo. L'invité de Belles Lettres, que d'aucuns qualifient d'écrivain de passion et avocat de carrière, note un déficit de transmission dans la littérature congolaise. Ainsi, lance-t-il un appel à ceux qui veulent se lancer dans la littérature à partir de ce qui existe déjà, car souligne-t-il, au-delà de l'acte d'écrire, la littérature est un acte de construction et de recherche d'identité. Bonjour, Monsieur Bia. Bonjour. Bienvenue à Belles Lettres. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. C'est un grand plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau de Belles Lettres. Et nous espérons que nos téléspectateurs seront aujourd'hui enrichis par vous. Je vais essayer. Je vais essayer. Il y a un certain Jimmy Sita qui a dit de vous que vous êtes écrivain de passion et avocat de carrière. Est-ce qu'elle vous va, cette présentation-là? Bon, c'est toujours difficile de se dédoubler avec ces différentes casquettes, mais je crois qu'il y a de la passion dans tout. Dans les deux? Dans les deux. Effectivement, c'est le choix de la carrière d'avocat n'a pas été un choix par défaut. C'était un choix de passion, de vocation. Mais je pense que ce n'est pas très éloigné, les deux registres. Parce que c'est dans tous les deux cas le pouvoir de la parole. Je pense que ce qui m'attire le plus dans la profession d'avocat, c'est le pouvoir de la parole. Oui. Et l'importance justement des mots, ce qu'on peut en faire. Et je crois que dans cela, l'écrivain et l'avocat se rencontrent. Deux passions partagent votre vie, mais souvent on constate que l'une des passions finit par dévorer l'autre. Est-ce que ça ne sera pas le cas pour vous? Bon, après, moi, je peux dire que d'une certaine manière, ça joue un peu au yo-yo, on va dire, parce que pendant mon enfance, la passion de la littérature était la passion dominante. Oui. Mais disons que le cadre, l'environnement a plutôt fait penser la balance vers la passion plutôt d'avocat, parce que j'avais des exemples. J'ai en particulier un oncle qui est avocat jusqu'à aujourd'hui, qui était un peu mon modèle. J'avais des exemples auxquels je pouvais m'identifier. Oui. Alors que pour la littérature, c'était des exemples lointains. Et quand on grandissait, on en rit souvent d'ailleurs avec des amis écrivains, quand on grandissait, tous ces noms congolais que nous voyions dans les anthologies, parce que déjà que les livres n'étaient pas aussi, étaient assez rares, mais dans les anthologies, les Moudimbe, les Faïk, les Ngal, enfin dans notre tête, c'était des écrivains morts. Ils étaient déjà décédés. Donc il n'y avait pas de modèle auquel m'identifier en tant qu'écrivain. C'est comme ça que plus facilement j'ai choisi la carrière d'avocat. Mais avec le temps, on va dire un peu l'usure aussi, parce qu'à un moment donné,
le propre de toute carrière, proprement dite, c'est que à un moment où, lorsqu'on a maîtrisé un peu les fondamentaux, ça devient assez routinier. Et donc, il y a de la place dans la tête pour autre chose. Et la littérature est revenue en force. Je crois que je suis dans cette période-là. Mais je n'ai pas que deux passions, en fait. La littérature, c'est dans un tout. Pour moi, la passion, c'est surtout la passion c'est l'art et la culture de manière générale. C'est comme ça que ma littérature, je ne la conçois pas comme quelque chose de figé dans les livres, simplement. J'organise des spectacles de poésie orale aussi. Je m'essaye aussi un peu à l'intervieweur. Je fais des petites émissions comme ça sur le web. Et donc, je suis ouvert à toutes les passions. Peut-être que dans 10 ans, j'aurai envie de faire autre chose sans cesser de faire ce que je fais. Mais il y aura peut-être d'autres cordes à mon arc parce que la vie, c'est une découverte. Oui. Et je n'ai pas envie de m'arrêter de découvrir de nouvelles choses. Où est-ce que vous puisez toute cette énergie? Oh, c'est difficile. Je ne sais pas, je crois que c'est l'énergie de la vie, en fait. C'est l'énergie de la vie. De la même manière, mais peut-être que c'est aussi une façon de regarder le monde qui n'a pas vraiment quitté, on va dire, la logique de l'enfant. Parce que, vous voyez, les enfants, ils courent tout le temps. Oui. On a l'impression qu'ils ne se fatiguent pas. Voilà, moi, je pense que je suis un peu comme un enfant. Donc, je ne m'arrête pas d'être curieux, de découvrir des choses, de m'émerveiller des choses, au fait. Parce que je crois qu'on a cessé d'être enfant lorsque on cesse de s'émerveiller des choses, de la beauté des choses. On devient, je crois, bon, voilà, on atteint un niveau on devient blasé, au fait. Et ça, c'est quelque chose que je ne connais pas. Donc, moi, les choses que je découvre, les choses nouvelles, les choses que je redécouvre, sont toujours des belles choses. Et je suis prêt à partir avec enthousiasme et passion dans un peu tout. Qu'est-ce que vous ambitionnez sur le plan culturel? Qu'est-ce que vous visez au travers de toutes vos activités-là? Alors moi, je pense que il y a le plan personnel et le plan, on va dire, collectif. Oui. Alors sur le plan personnel, évidemment, comme j'ai dit, l'important c'est la parole. C'est de porter une parole. Et j'essaye évidemment de porter cette parole pour qu'elle atteigne le plus de monde possible. Parce que je pense, contrairement à ce que l'on dit ici, on a l'habitude de dire que le Congo le Congo est dans cette situation difficile par la faute des intellectuels. Oui. Je crois que c'est incorrect. C'est par la faute des diplômés, pas d'intellectuels. Au contraire, le Congo a toujours eu un déficit d'intellectuels. C'est-à-dire des gens qui se consacrent leur énergie à l'exercice de la pensée, de la réflexion, à un regard justement réfléchi sur la société. Ça, on n'en a pas beaucoup parce que dès qu'on commence un peu, dès qu'on est un peu apprécié, on est happé par la politique. Je veux dire par l'exercice quotidien de la politique, par l'ambition des postes. Et je crois, je ne sais pas si c'était vraiment pensé ou volontaire, et je pense que là où le Mobutu a fait le plus de mal à ce pays, c'est peut-être justement le fait d'avoir aspiré tout ce qui était potentiellement des intellectuels, en fait, parce que je ne pense pas qu'ils ont été jusqu'au bout, parce que dès qu'ils revenaient avec leur thèse, ils étaient nommés. Oui. Ils étaient nommés, et donc, ils n'ont pas eu le temps de penser. Tout de suite, ils sont entrés dans une logique de conserver des postes et tout ça. Et donc, on souffre de ces déficits-là. Et c'est c'est peut-être je vais faire aveu d'un certain manque de modestie. Moi, mon ambition, c'est d'être un intellectuel. J'espère que je n'aurai pas à le dire devant un tribunal. Mon ambition, c'est d'être un intellectuel. Pour faire quoi? C'est justement pour apporter une parole qui ne soit pas une parole pour
une séduction politique immédiate. Évidemment, quand on porte la parole, quand on décide de porter la parole, on fait de la politique. Je fais de la politique en portant une parole dans mes écrits, mais même dans des gestes qui sont devenus aujourd'hui quotidiens comme les réseaux sociaux. Je porte la parole, je porte ma parole. Et c'est une ambition politique. Mais c'est vraiment la politique dans le sens le plus noble, dans le sens le premier. Ça veut dire que c'est un regard sur la manière dont la société est gérée. Parce qu'on oublie souvent que la démocratie telle qu'on l'a conçue dans les différentes civilisations qui l'ont exercée, ce n'est pas une chose grecque. La démocratie, il y a eu beaucoup d'institutions démocratiques même dans nos cultures ici. Mais elle a une origine grecque. Je pense que c'est faux. Je pense que c'est faux. C'est un des 7 mensonges de l'histoire. Il y a eu des institutions démocratiques plus ou moins dans toutes les cultures, on va dire. Et donc, telle qu'elle est conçue, l'élection, oui, c'est une délégation de pouvoir. C'est un peu, nous sommes l'Assemblée générale, si on est dans une société. Nous sommes l'Assemblée générale, oui, et nous élisons un conseil d'administration. Mais ceux qui font comme politique, c'est nous qui leur donnons un mandat. Et donc, nous continuons à faire de la politique. Chaque citoyen est un homme politique. Et donc, porter cette parole-là, agir sur la société de manière, en utilisant la parole et la pensée, c'est une ambition que j'ai à titre personnel. Et pour cela, j'utilise les supports que sont la littérature, qui a son intelligence propre, qui est une chose, parce que l'autre domaine, je pense, dans lequel on ne s'est pas suffisamment construit en 60 ans d'indépendance, c'est l'imaginaire, en fait. Oui. Nous avons de la littérature, mais cette littérature n'est pas entrée suffisamment dans l'imaginaire collectif. La manière dont la musique, par exemple, est entrée, c'est notre seule littérature, mais c'est un peu pauvre. La musique en elle-même n'est pas pauvre, mais c'est un peu pauvre de n'avoir que la musique comme littérature collective. Donc, on a besoin d'avoir cette littérature. Pour moi, c'est un outil formidable à utiliser, mais il y a aussi d'autres voies que je ne dédaigne pas, comme la poésie orale, oui, qui prend beaucoup d'ampleur. Aujourd'hui, à Kinshasa, il y a énormément de jeunes qui s'intéressent au slam. Ce oui, serait bien d'avoir justement des canaux. Et sur le plan collectif, je suis engagé dans plusieurs associations qui agissent dans le domaine de la culture. Il y a le café littéraire de Missy, oui, et il y a l'association des jeunes écrivains du Congolais, oui, du Congo, la GECO. Oui. Et donc, dans les deux, on porte des initiatives qui ont le but justement de démocratiser la culture, parce que la seule culture démocratique ici auquel tout le monde a accès, c'est la musique. Comme j'ai dit, ce n'est pas un défaut, enfin, la musique ce n'est pas la culture du pauvre, pas du tout. C'est quelque chose pour lequel j'ai une très grande admiration. Nos musiciens sont d'ailleurs une inspiration permanente. La musique, c'est le seul art qui est vraiment qui raconte le Congolais et que le Congolais qui raconte le Congo et le Congolais de la manière la plus parfaite. Et je pense que c'est un exemple que doivent suivre les autres arts. Mais comme le corps humain, on ne peut pas se nourrir uniquement de viande. On a besoin d'autres choses. Oui. Donc il faut que l'imaginaire congolais se nourrisse d'autres choses. Et donc le but de ces associations et de ces initiatives dans lesquelles je suis impliqué, c'est justement faire que la culture puisse parvenir de manière diversifiée à la population congolaise. La littérature, mais aussi les arts visuels, le cinéma, pourquoi pas. Voilà. Au fait, que représente la culture pour un pays, une nation? Quel est le rôle de la culture? J'ai envie de dire, la culture, c'est l'homme. La culture, c'est ce qui construit l'homme. Oui. Je ne vais pas donner des définitions académiques, mais la culture, c'est la vie de tous les jours. C'est ce qui fait que nous soyons nous, en fait. De quoi parlent deux Congolais qui se retrouvent au Sri Lanka totalement par hasard dans un train? C'est en fait ça la culture. Et c'est ça qu'il faut construire.
quand un élève finit ses études secondaires ici dans une école congolaise, Oui. Qu'est-ce que ça invoque pour lui être congolais? C'est ça la culture en fait. C'est ça la culture en fait. Au fait, est-ce qu'elle est homogène dans un pays, la culture? Non, elle n'est pas homogène. D'ailleurs, c'est une richesse qu'elle ne soit pas homogène. Lorsque je discute avec un jeune Louchois Oui. aujourd'hui, il n'a pas exactement les mêmes références culturelles qu'un jeune Quinois. Même si Kinshasa, ça reste un peu la métropole accaparante et brillante, voilà, qui attire. Mais il y a des cultures congolaises. Il y a une culture quinoise qui est particulière. Oui. Il y a une culture Qui louchoise. semble avaler toutes les autres cultures. Oui, qui semble avaler tout ça, mais c'est en trompe l'œil en réalité. Ok. En fait, on prend ce qu'on veut de la culture quinoise, mais chacun garde sa spécificité et ça se sent évidemment dans les rapports de tous les jours. Même si aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les distances se raccourcissent, Oui. mais il y a plusieurs cultures congolaises. Il faut dire que nous avons quand même une caractéristique que nous partageons avec beaucoup de pays africains, c'est que nous n'avons pas encore réussi à nous départir de ce fameux dualisme qui a fait l'objet des premiers romans de notre littérature, le fameux choix entre les eaux, comme dirait Moudimbe, entre cette éducation, on va dire, avec beaucoup de référents culturels occidentaux, et puis ce que nous sommes au fond de nous qui ne s'est jamais tu, Oui. malgré les années de colonisation. Ce conflit n'est pas encore fini, peut-être. Et voilà. Et peut-être d'ailleurs qu'il ne faut pas qu'il finisse. Il faut juste qu'on l'assume, que nous sommes des êtres avec ce conflit en nous et puis qu'on avance avec. Donc déjà qu'il y a deux pans de culturels qui se superposent comme ça et qui s'entremêlent. Et au-dessus, il y a d'autres choses, plusieurs choses modernes. Il y a par exemple aujourd'hui une culture chrétienne Oui. qui est très forte, qui a des référents. Vous voyez, qui a aussi une logique, par exemple. Alors quand on va dans une église quinoise, ce n'est pas rare de voir un drapeau israélien, par exemple, Oui. ou un drapeau américain, parfois. Aussi. Voilà, donc tout ça, c'est des référents qui sont particuliers et qui portent des cultures particulières. Mais il y a justement une sorte d'intersection qui fait la culture congolaise aujourd'hui. Ok. Pour revenir à la littérature, comment êtes-vous arrivé à la littérature, à l'écriture? Bon, moi, je suis arrivé à l'écriture. Il y a deux paradoxes, en fait. J'ai grandi avec un paradoxe, c'est que je suis un garçon très... Enfin, j'étais, je ne sais pas si je suis toujours, un garçon plutôt timide et assez solitaire. J'ai grandi plutôt solitaire, enfermé. J'avais que des amis à l'école, j'avais pas beaucoup d'amis dans le quartier. Donc, une fois que l'école était finie, pour moi, c'était un dialogue avec des livres, parce que il y avait des livres à la maison. Et donc très vite, je suis entré dans un univers qui était un univers littéraire, Oui. qui évidemment quand on lit, quand on est jeune, on a envie d'écrire, c'est presque naturel. Alors le paradoxe, c'est qu'il y avait cette vie solitaire, mais aussi le fait que je suis plutôt quelqu'un qui aime parler, d'une certaine manière, j'aime m'exprimer. J'aime exprimer mes idées. Et donc, ce paradoxe... Par écrit, oralement? De toutes les manières possibles, en tout cas. Okay. Chaque fois que je peux parler, écrire, chanter, même si je chante mal, je le fais. Donc, tous les modes d'expression qui me sont accessibles, j'aime bien les utiliser. Donc, forcément, ces deux, lorsqu'on est plutôt timide et qu'on aime porter la parole, bon, l'écriture est une voie... assez indiqué, je l'ai emprunté très vite, mais évidemment, comme j'ai dit, le manque de repères Oui. fait que, bon, on ne considère pas que très tôt, je n'ai pas considéré que je pouvais en faire un métier. Et donc, c'est resté un peu comme une passion plus ou moins confidentielle.
Et puis, avec le temps, et je crois que c'est les réseaux sociaux qui ont été le déclencheur. Oui. Parce que particulièrement avec Facebook, lorsque je suis vraiment entré dans Facebook de manière active, je partageais des textes et j'ai remarqué que je n'étais pas le seul à aimer de la littérature. Et donc, voilà, c'est parti de là. Qu'est-ce que vous aimez dans l'acte d'écrire? Ah, ça c'est une question difficile. Qu'est-ce qui vous plaît dans cet acte-là? Bon, il y a... Comme j'ai dit déjà, moi j'aime m'exprimer. Oui. Mais je crois que l'acte d'écrire, c'est surtout... J'aime beaucoup les histoires. J'aime raconter et écouter des histoires. Et j'aime raconter des histoires, voilà. Donc, je crois que c'est fondamental dans ma démarche. J'aime inventer et raconter des histoires. Je pense que c'est lorsque je parviens à imaginer de bout en bout une histoire et que ça tient plus ou moins la route, je suis l'homme le plus heureux du monde. Et ce processus-là, qui est un processus créateur qui nous rapproche de Dieu, Oui. il y a quelque chose de grisant là-dedans. Même, je veux dire, le plaisir d'écrire, je pense que il y a une bonne moitié des choses que j'écris chaque jour qui ne sortiront jamais de ma chambre. Mais le plaisir d'écrire est déjà là. Le fait de créer des personnes. Et parfois, mon entourage, parfois me trouve, ils ne me l'ont jamais dit, mais j'imagine peut-être un peu saoulant parce que de temps en temps, je parle de mes personnages qui sont en voie de création comme des personnes qui existent vraiment. Voilà, je finis par habiter avec eux. Je crois que ce monde, le fait de se créer un monde, c'est particulièrement gratifiant et c'est peut-être lié au fait aussi qu'on est plus ou moins tous des solitaires, les créatifs, je veux dire. Et donc, quand on crée son monde, on n'est jamais seul. Parce que fondamentalement, l'homme, c'est un être solitaire, collectif. Un peu tout ça, je crois. Enfin, moi, j'ai pas étudié particulièrement la sociologie. J'aime beaucoup la psychologie, mais vraiment comme juste une passion. Mais en partant de ma propre expérience, et que je peux dire, c'est que il y a des besoins de solitude chez moi, et je suppose qu'il y en a chez tout le monde. Tout comme on a besoin d'être connecté à la communauté d'une manière ou d'une autre. Et tout ça, c'est peut-être une affaire de degrés, Oui. mais nous sommes à la fois des pèlerins, en fait, j'allais employer un terme religieux, des ermites, Oui. mais aussi des animaux de groupe. On veut bien aussi être dans le groupe. En fait, lorsqu'on vous lit ou qu'on vous écoute, on réalise que vous êtes un homme pourvu d'une culture littéraire assez remarquable. Je pense que cela est dû aux nombreuses lectures que vous avez faites dans votre vie. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu l'histoire de votre rencontre avec le livre? Quelles sont les lectures qui ont jalonné le chemin de votre chemin de vie ou de création? Oui, effectivement. Nous avons grandi à une époque, moi j'ai grandi à une époque où c'était pas tellement un mérite on n'avait pas beaucoup de loisirs. Pas comme aujourd'hui, on avait moins de tentations. Oui. Et donc il y avait des livres à la maison où j'habitais. En particulier, j'ai un oncle, maître Jean-Roger Botusiwa, Oui. chez qui j'allais souvent et qui avait une très belle bibliothèque. Et donc, très vite, j'étais attiré par les livres. Comme j'ai dit, c'était un peu dans cette logique de solitude dans laquelle j'étais. Et je peux dire, le premier livre qui m'a marqué, c'est plus ou moins, on va dire, c'est plutôt Antoine de Saint-Exupéry. Terre des Hommes, non? Le Petit Prince. Le Petit Prince. Ah, oui. C'est un livre que j'ai lu et je pense l'avoir déjà relu une dizaine de fois. Donc, je pense qu'à chaque étape de ma vie, je lis Le Petit Prince d'une manière différente.
Et je crois que c'est... Qu'est-ce que vous avez retenu de ce petit livre-là? De ce petit livre, c'est surtout son regard sur le monde, cette forme de sagesse à la portée, qui est à la portée de tous les âges, mais à des profondeurs différentes, à des niveaux de compréhension différents. Je pense que puisque j'ai été très politique déjà très jeune, et je pense que la sagesse, par exemple, du souverain qu'il rencontre dans une des planètes, Oui. qui lui dit je peux ordonner au soleil de s'arrêter quand je veux. Alors il lui demande de le faire, il lui dit bon, mais on va attendre l'heure du coucher du soleil. Je veux dire, ce sont des petites choses comme ça qui ont marqué. Plus tard, j'ai découvert d'autres œuvres de Saint-Exupéry, Terre des Hommes, en particulier Citadelle, Oui. qui est, on va dire, aujourd'hui, on va dire, c'est un livre de développement personnel, puisqu'on est en plein dedans, mais c'est assez des actes fondamentaux. Alors, mais très vite, grâce à la bibliothèque de l'école, je suis tombé, on va dire, amoureux de la littérature russe. Très jeune, là j'ai 13-14 ans. Tolstoï. Je pense que ceux qui me connaissent à l'école, la réputation que j'avais, Oui. et qui est partie de Guerre et paix de Tolstoï, ah oui, bien c'est le garçon qui lit les gros livres. Parce que Tolstoï, l'édition que j'ai lue, c'était 3 tomes. Oui. Comme ça, donc je l'ai relu encore, je crois, 2 fois depuis. Mais la profondeur de l'œil social qu'avait Tolstoï à décrire la société et l'humain, ça m'a fait tomber amoureux du russe. En fait, je croyais tomber amoureux du russe, alors qu'en réalité, je tombais amoureux de l'homme, Oui. simplement. Donc, je suis parti de cet amour de Tolstoï. Ensuite, j'ai découvert Dostoïevski. Crime et châtiment. Oui, voilà, donc c'est quand même assez fondateur dans mon évolution de lecteur. Je ne sais pas si ça se reflète. Alors, justement, j'allais arriver à ça. Donc, Oui. c'est l'Afrique, évidemment, très tôt, c'est évidemment pas des auteurs congolais que j'ai découverts, Oui. mais surtout ouest africains, Kamaralei. Et donc, René Maran. oui, René Maran, René Maran d'ailleurs, c'est le premier livre qui m'a fait, on va dire, découvrir la littérature Africaine. africaine. Parce que j'étais en train de chercher un livre pour un exposé, il était tout petit, je me suis dit, bon, celui-ci, je vais le prendre à la bibliothèque de l'école, donc je suis tombé dessus. Et c'était aussi un grand émerveillement. Mais très vite, je suis plutôt allé vers les auteurs d'en face. Oui, Congo Brazza. Chikaya Mtamsi et Sony Labotansi, oui. Et donc, c'est plutôt sur le tard que j'ai rencontré les auteurs Congolais. enfin, relativement tard. Je veux dire, j'étais déjà en dernière année de secondaire, que j'ai vraiment lu Mudimbe en particulier, qui est assez fondateur. Je n'ai jamais eu le mépris intellectuel et collectif pour Zamenga qui caractérise en général l'intelligentsia congolaise. Oui. Non, ben c'est aussi de la belle littérature que j'aime. J'ai dit que moi j'aime les histoires en fait. J'aime les histoires et Zamenga c'est un formidable conteur d'histoires. Et bien sûr c'est de la belle littérature, quoi. Après, on prend ce qu'on veut dans la littérature. Parfois, quand on lit Mudimbe, on est bien... Il y a le côté esthétique de la composition, Oui. du style, et tout ça. Zamenga, c'est pas ça qu'on va chercher. Je veux surtout savoir comment l'histoire va finir, comment il va agencer le truc, mais c'est pas moins méritoire non plus. Donc, la littérature, c'est bien que ça soit divers. Et donc, voilà, donc c'est comme ça que j'ai construit. On va dire que vraiment le point de départ de ma littérature, c'était Saint-Exupéry et les Russes. Après, j'ai eu une période américaine avec Steinbeck
enfin, Pour qui sonne le glas, c'est Hemingway. Hemingway. Oui. Voilà, j'ai une période américaine, Oui. on va dire Truman Capote et tout ça. Et puis, alors le français, je me suis attaché à des auteurs français tardivement, Oui. parce que ça faisait partie du programme plus ou moins. Et moi, j'ai des problèmes avec l'autorité de manière générale. Donc, ce qui était imposé était moins attirant. Mais par la suite, voilà. Mais depuis, j'ai essayé de lire congolais depuis. Donc là, je pense que... Pouvez-vous concevoir un écrivain qui ne lit pas? Dans l'absolu, ce n'est pas impossible. Parce que l'écriture, je pense que c'est un don. Oui. Parce que les dons seuls suffisent. Je crois qu'il faut être formé aussi, mais enfin, il y a peut-être des gens qui sont tellement doués qui peuvent avoir un minimum de formation. Après, lire, on doit le concevoir de manière très ouverte. Oui. Pour moi, les musiciens congolais, les grands compositeurs congolais sont des formidables écrivains. Je ne connais aucun... C'est très fort. Oui, absolument. Ils produisent de la littérature musicale. C'est de la littérature. Qui répond au canon de la littérature. Je ne connais aucun auteur congolais qui a le niveau de Lutumba. Aucun poète congolais n'a atteint le niveau de poésie qu'a atteint Lutumba. Pas même Masegabio. Je ne veux pas entrer en conflit avec les aînés. Non, mais Philippe Masegabio, c'est un écrivain formidable, une plume exceptionnelle. Majeur. Mais là, vraiment, personnellement, oui. Je pense qu'on apprend plus de la littérature de ce pays Oui. en écoutant Lutumba qu'en écoutant nous tous dans tout ce que nous avons écrit. Et je crois que notre but, c'est d'atteindre le niveau de communication que les auteurs de musique ont avec notre société pour pouvoir prétendre avoir vraiment une véritable littérature. À ce propos, il y a le professeur Ndayuel que j'ai reçu dans cette émission et qui, pour lui, au Congo, c'est la musique qui joue le rôle que devait jouer, un certain rôle que devait jouer la littérature. Absolument, c'est le rôle de la construction de l'imaginaire. Oui. Je veux dire, deux Congolais qui se rencontrent en dehors de ce pays, oui. qui ne se connaissent pas du tout, qui proviennent des milieux différents, qui n'ont pas étudié dans les mêmes écoles, qui n'ont pas grandi dans la même ville. Très vite, ils vont parler de musique. Très vite, ils vont parler de musique. Donc, c'est ça qui a construit notre imaginaire. Ailleurs, facilement, on vous parlera des personnages littéraires majeurs. Les Français vont vous parler de Marius, de Gavroche, je ne sais pas moi qui. Voilà, les Américains, tous les personnages de Mark Twain, Tom Sawyer et les autres. Un Anglais va te parler des personnages de Dickens. Mais nous, on va vous parler de Mamou. De Mario. Mario, oui, je sais. Donc, c'est ça, en fait, notre imaginaire. Et ça, il faut beaucoup de respect pour ces gens. Donc, c'est comme ça que je pense que je ne vais pas dire l'intellectuel, mais le lettré congolais doit enlever ce mépris qu'il a pour des arts peut-être qu'il considère comme mineurs. Il doit s'en nourrir. Nous devons nous nourrir de cette littérature que nous avons, qui est de la littérature orale. Et même sur le plan des canons d'écriture, il suffit de prendre les textes de Lutumba et de les mettre. J'ai fait cet exercice lors d'un de mes spectacles de poésie orale, des concerts des mots, oui. d'essayer de traduire et tout en dire les textes de Lutumba en français et en lingala. Oui. C'est de la poésie. C'est de la poésie, c'est de l'exceptionnelle poésie. Alors, pour ne pas parler que des morts, il y a même des auteurs actuellement qui font de la très belle poésie.
la force du verbe, comme lui-même l'appelle, de Wazekwa, Oui. ou la poésie de Kofi Olomide. Oui. Mais maintenant, aujourd'hui, nous avons aussi une culture, je vais dire, parce que je parlais de plusieurs cultures, même dans la musique Chrétienne. chrétienne. Oui. Quelqu'un comme Moïse Mbié, au-delà de son rôle d'évangéliste, mais en tant que créateur d'imaginaire, Oui. a un impact sur notre imaginaire. Il parvient à construire notre imaginaire avec des textes qui sont plutôt simples, mais qui ont aussi une forme de poésie. Et donc, moi, je regarde ces choses-là comme des diverses littératures. Des diverses littératures. Parce que la littérature, c'est la parole. Et cette parole, il faut l'attraper là où on peut l'attraper. Il ne faut pas qu'on s'enferme dans des schémas de support, dans des batailles de support. Toutes les littératures sont des littératures. Il y a même le Congo en particulier, Kinshasa, c'est une ville, c'est un roman, c'est une ville, c'est une littérature. On a l'habitude de parler de dramaturgie. Oui. Il y a une vraie dramaturgie dans cette ville. Et donc en quinois, lorsqu'il te dit une phrase, en général, il y a du drame dans la phrase, il y a un roman dans cette phrase. Donc c'est aussi une littérature qu'il faut capter, il faut entrer en communion avec... En fait, vous voulez dire que Kinshasa, c'est déjà une source d'inspiration pour les écrivains. Kinshasa n'est pas une source d'inspiration. Kinshasa est un roman lui-même. Donc, ce n'est pas une source qui vient dans laquelle on puise. En fait, il ne faut même pas chercher à puiser dans Kinshasa. Il faut entrer dedans. Oui. Il faut se plonger dans Kinshasa et le laisser lui-même nous dicter ses propres histoires. Parce que Kinshasa a des histoires formidables. Et peut-être, c'est un peu un brocard, mais... une boutade si on veut, mais en fait, peut-être la difficulté d'être un romancier, un créateur de fiction dans un pays comme le nôtre, oui, c'est quand la réalité crée des histoires invraisemblables quand même. Vous voyez, donc là, depuis 2 ans, on est dans un roman exceptionnel, des opposants qui sont devenus alliés du pouvoir en place, le directeur de cabinet qui est... devant la barre, tout ça, il est, voilà, il y a sa famille qui vient témoigner, tout. C'est formidable, c'est un roman formidable. et je crois que la difficulté, pour nous, c'est de faire mieux que le Congo lui-même nous fait en tant que littérature et en tant que roman. Ok. Pour vous, la littérature ne se limite qu'à l'acte de raconter, ou elle peut être autre chose, une quête d'identité, une quête de soi, une reconstruction du monde, je sais pas. En fait, l'art de raconter, je pense, comprendre tout ça. Oui. Parce que je pense l'avoir écrit dans mon recueil de poésie. Pour moi, ce que l'on raconte, la fiction, oui, c'est quelque chose qui est beaucoup plus vrai que la réalité. Ou qui a autant de vérité que la réalité. Et donc, parce que qu'est-ce que ça veut dire? Dans la réalité, une fois qu'elle est passée, elle reste un souvenir. Elle a le même statut, le mot qui me vient, c'est enfin, elle a le même statut que la réalité. Et donc, dans cette construction de l'histoire que l'on veut raconter, qu'est-ce qu'on veut raconter? Une histoire, ce n'est pas seulement un événement, oui, mais c'est aussi un état d'esprit, c'est un rêve, c'est une vision. Et donc, ça peut jouer ce rôle de reconstruction personnelle, mais aussi collectif, je crois. Et je pense que nous souffrons d'un déficit de ce que nous devons raconter. Je suis en train de réfléchir à un texte pour l'indépendance. Et là, l'idée qui me vient, c'est qu'en fait, l'indépendance, c'est la célébration de notre indépendance, peut-être qu'on s'y prend mal, quoi. C'est parce que ça nous limite. On dit le Congo a 60 ans d'existence. C'est un peu limitatif, ça nous coince dans 60 ans. À l'échelle d'un peuple, 60 ans, c'est trop peu. Pourquoi on est enfermé dans ces 60 ans? Pourquoi on considère qu'un acte
je vais dire un peu lâchés condescendamment par les Belges, Oui. nous ont créés comme nation. Je crois qu'il faut dépasser ça. Il faut raconter le Congo. Il faut que nous créions un imaginaire qui dépasse les 60 ans. Une fois, un aîné, bienvenu, Séné, mon gars. m'a dit une phrase. Je ne sais même pas s'il pensait à quel point cette phrase m'avait travaillé. Il me dit, tu sais, les 80 ans de colonisation, Oui. à l'échelle d'un peuple, c'est un petit accident de l'histoire. Et effectivement, donc, nous devons construire un imaginaire qui aille au-delà de cela, qui nous construise en tant que peuple, au-delà de ces 60 ans d'indépendance que nous venons, au-delà de ces 80 ans de présence belge, au-delà de l'épisode de Léopold II. Et donc, effectivement, raconter une histoire, ça peut servir à construire un imaginaire, à construire un peuple, en fait, à être un peuple. Et donc, de ce côté-là, le format de la musique ne nous permet pas toujours d'explorer profondément ces aspects-là. Oui. Et ça, c'est le travail des écrivains. Et nous devons le faire. Ça a déjà été fait. L'un des problèmes, c'est qu'à cause des difficultés structurelles, oui, les générations d'écrivains se succèdent, mais on dirait qu'il n'y a pas suffisamment de pont entre eux. Les jeunes qui arrivent, aujourd'hui, il y a des jeunes qui aiment la littérature, mais il n'a jamais lu Mudimbe. Ça doit être obligatoire de lire Mudimbe à l'école secondaire. Oui, de lire Zamenga aussi, oui, à l'école secondaire. Il faut que ça construise un imaginaire. Un jeune Congolais, quand il finit, il doit avoir tout ça. Et celui qui veut se mettre dans la littérature doit partir de ce qui existe, même si c'est pour refuter. Parce que chaque génération refute plus ou moins l'héritage des anciens. Oui. Mais que ce soit pour refuter ou pour endosser, il faut partir de quelque part. Il ne faut pas qu'on recommence le monde à chaque génération. Donc il y a un déficit de la transmission. Et c'est cette transmission qui va permettre de nous construire petit à petit ce qu'on devrait considérer comme étant être congolais. Raconter, reconstruire. Et donc vous voyez que, effectivement, vous avez raison, écrire, raconter, mais c'est aussi un acte de construction oui, un acte de recherche d'identité. Nous sommes dans un projet de lancement d'un magazine littéraire écrit, une revue littéraire, et effectivement, nous avons choisi comme thème, comme premier thème pour le premier numéro, identité et itinérance. Parce que je pense que l'identité, ça reste encore un sujet, je veux dire, le sujet de la littérature. Même si... et quand tu regardes, quand on regarde la manière dont ont évolué les contenus de nos fictions, on se dit, on n'a pas tellement avancé depuis l'éléphant, depuis le truc, ou depuis Bolamba et tout ça, on n'a pas beaucoup avancé, quoi. Et donc, ça veut dire qu'il y a un travail qui doit être encore fait dans ce domaine-là. Vous êtes auteur de 2 recueils de poésie. Le premier, c'est « Mais j'aime » et le second, c'est « Cœur épelé ». Oui. De quoi est-il question dans « Mais j'aime » ? Alors, « Mais j'aime », c'est mon premier-né littéraire édité. Et donc, c'était essentiellement composé des textes que j'ai écrits à différentes époques de ma vie. J'en ai choisi quelques-uns. Oui. Et pour moi, je venais, je crois, d'avoir ma fille. Et donc, la décision d'être édité partait du souci de laisser une trace. Okay. De laisser un héritage pour elle. Je crois que plus ou moins, j'ai été construit en tant qu'individu, en tant que personne, par le fait d'avoir perdu mon père très tôt, parce que je crois que je n'avais pas encore 3 ans quand j'ai perdu mon père. Et donc, quelque part, il y a un peu cette phobie de partir trop tôt. Et donc, et donc de pouvoir laisser ma fille dans la situation que moi j'ai vécue. Donc, il y a eu ce souci-là. Et évidemment, l'amour, pour moi, l'amour, c'est...
on ne peut pas écrire sans amour. Oui. Parce que même quand on écrit, on lance des cris de haine, c'est souvent, il y a souvent un amour de quelque chose qui crée la haine d'autre chose. Donc, c'est comme ça que j'ai parlé de mes j'aime, parce que c'était pour parler de mes différents amours, c'était pour parler de l'amour que j'ai pour mon épouse, pour ma famille, pour ma fille, pour ma mère, pour mon pays. Oui, parfois l'amour pour le pays, c'est des grands coups de gueule un peu violents. Oui. Voilà, mais ça reste cet amour-là que j'ai voulu raconter dans différents textes, dont dans ce recueil, il y en a un qui est en lingala. Oui. Voilà, donc c'est vraiment... Et dans le cœur Pelé, Oui. texte de poésie en français et en lingala. Pourquoi texte de poésie et non pas seulement un poème? Je crois qu'il y a une que ça différence traduit, entre les avec deux. le recul, Oui, ça traduit peut-être une hésitation d'assumer pleinement le fait que j'étais poète. poète. Je crois. On va dire ça plus humblement. Est-ce que comme ça. vous l'assumez pour le moment? Je ne sais pas. J'ai toujours du mal avec les étiquettes. Oui. Parce que j'aime pas être enfermé. Je veux pas être enfermé. Et je crois même que j'ai voulu sortir ces recueils. Oui. Je continue à écrire de la poésie. Je me suis dit, j'oublie un peu la poésie. Je vais publier d'autres genres littéraires parce que je ne veux pas être enfermé dans une étiquette donnée, dans un style donné, dans un genre donné. Voilà. Donc il y a peut-être cette hésitation-là qui est arrivée à ce résultat assez particulier. Cœur Pelé, c'est aussi des textes sur l'amour. Alors, ça parle de tout. Cœur et Pelé, c'est parce que, quelque part, un auteur, lorsqu'il écrit, il se déshabille. Oui. Un peu comme un fruit qui est pelé. Oui. Alors, le jeu de mots avec épelé, parce que on le fait avec des mots, on se déshabille en se vêtissant des mots, ce qui peut être paradoxal, mais pas tellement. Et donc, Oui. c'est tout moi un peu qui est dedans. C'est toutes les béatitudes qui sont dedans. Donc, sentimental, politique, humain, et voilà. Donc, Au fait, pourquoi avoir opté un nom d'écriture pour publier là? alors, je crois que très tôt, même avant que je considère que j'étais un écrivain, je me donnais des noms d'écriture. Ah bon? J'ai lu parmi les auteurs qui m'ont marqué, j'ai lu très jeune un auteur kényan, si je ne me trompe pas. C'est Ngugi wa Thiong'o. Oui, je connais. Et jeune, mes premiers textes, quand je les écrivais à 14-15 ans, Oui. je me surnommais Louele Kwantoto. Je voulais avoir un nom qui ressemble à Ngugi wa Thiong'o. Je voulais avoir un nom qui ressemble Et, à ça. Et donc, et comme je ne maîtrise pas très bien la langue de mes parents, qui est le Kikongo, oui. j'ai mal traduit. Je voulais dire je vais vers la terre. Oui. Et j'ai mal traduit. J'ai dit plutôt Louele, je pense que c'est plutôt. Je crois que c'est nous allons ou vous allez vers la terre. Alors que ce que je voulais dire, c'était plutôt Ngiele. Voilà, donc j'ai composé déjà un nom d'écriture. Oui. Et donc lorsqu'il est arrivé le moment d'écrire, déjà quand j'ai ouvert un Facebook, je voulais être libre de parler librement. Mais en même temps, j'ai une carrière d'avocat et dans la représentation sociale de l'avocat, on voit plutôt un homme sérieux. Oui. Or, moi, je n'avais pas envie d'être tout le temps sérieux. Je voulais parfois ne pas être sérieux. Et donc, j'ai choisi ce paravent qui, au final, est très transparent parce que tout le monde finit par savoir qui est derrière. Oui. De mettre un nom sur Facebook qui était Béatitude dans un premier temps, qui est une déclinaison de mon nom qui est Bia. Oui. Un petit jeu de mots avec béatitude puis attitude. Et puis par la suite, j'ai ajouté Tatalongi, qui est un surnom que les amis m'ont donné
parce que j'aime un peu trop faire la leçon, et voilà. Donc tout ça, Tatalong, il veut dire monsieur l'enseignant. Donc, et lorsque je me suis décidé d'écrire, parce que ma renaissance en tant qu'écrivain est venue des réseaux sociaux, donc tout naturellement, tout le monde me connaissait sous ces noms-là, c'est comme ça que je les ai utilisés. Est-ce que le nom d'un écrivain peut influer sur sa production? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne vais pas prendre le risque de jouer au psychologue du dimanche. Mais je crois que ça raconte quelque chose. Moi, par exemple, avec le recul, pourquoi je me suis appelé Loele Kwantoto quand j'étais jeune. Oui. Je crois qu'il y avait ce désir-là de rentrer, ce souci de rentrer de rechercher quelle était mon identité dans les origines. Alors, ça veut certainement dire quelque chose, mais peut-être qu'il faut que quelqu'un d'autre l'étudie. Vous avez écrit aussi une pièce de théâtre, Bateki Mboka. Bateki Mboka. C'est un titre à faire sursauter les Congolais qui sont sur le qui-vive quand il s'agit de l'intégrité de leur pays. Ouais. On a vendu le pays. Qui a vendu le pays et de quel pays s'agit-il dans la pièce? Oui, effectivement. En fait, nous vivons dans un pays où on est dans la psychose permanente de la perte des territoires. C'est quelque chose qui dure. Ça m'amuse lorsque je lis les livres écrits en 1960 et tout ça, les tout premiers. Il y a déjà cette crainte-là. C'est quelque chose dans lequel on vit en permanence. Oui. Alors, la vraie question, est-ce que ce pays, on ne l'a pas déjà vendu? La grande question. Justement. Donc, peut-être qu'on a peur de quelque chose qui est déjà arrivé. Alors, donc, cette pièce qui a un titre en lingala, alors qu'il est écrit en français. En français, oui. Mais en français d'un quinois, parce que au final, j'écris comme un quinois, le quinois que je suis. C'est l'histoire d'une cité imaginaire Oui. Qui justement est confronté à des problèmes de gestion des ressources naturelles, en fait. Il y avait des mines, et les mines sont épuisées, la pauvreté est entrée. Oui. Et on découvre des nouvelles mines. Est-ce que c'est l'espoir d'un nouveau départ ou c'est un autre piège, un autre mirage qui se dessine? Et donc, c'est cristallisé autour d'une gare qui est une gare abandonnée, une gare qui était prospère à l'époque où il y avait les mines, mais qui est devenue abandonnée parce que les mines ont arrêté. Et puis, par le personnage d'un fou qui était un chef de gare et qui a perdu la tête un peu, qui est accroché au passé et qui va justement être le déclencheur de l'espoir pour le futur. Donc, c'est évidemment allégorique, comme souvent au théâtre, oui. Mais je crois qu'il y a quand même une référence à peine voilée à notre réalité, mais pas que la nôtre, aussi à la réalité de toutes les nations africaines, mais pas que africaines, parce que toutes les nations sont obligées de régler la question de savoir s'il faut juste se contenter d'une prospérité apparente et immédiate, oui. Ou s'il faut construire pour l'avenir, pour les générations futures. C'est l'enjeu même de tout l'enjeu de l'écologisme, de l'écologie plutôt aujourd'hui. On se contente de vivre comme des goinfres où on pense à ceux qui vont arriver. Donc je pense que les problématiques sont des problématiques à la fois nationales, très liées à notre histoire, à notre vécu, mais aussi humaine, simplement. Okay. Y a-t-il un avantage pour vous d'écrire en lingala? J'écris en lingala. Oui. Et j'écris en français aussi. Oui, mais quel avantage tu tires de cette écriture en lingala? Je pense que j'écris ce que je suis. J'écris comme je suis. Et en français? Je suis à la fois, comme j'ai dit, superposition, je suis à la fois cet homme, cet humain qui a du français et du lingala en lui. Ce sont deux choses que j'ai en moi. Oui. Évidemment, les politiques
pourrait prendre des options pour qu'on ait plus ou moins, peut-être plus de lingala ou plus de français, je ne sais pas. Mais moi, je suis à la fois lingala et français. Okay. Et donc, même quand je parle français, ce n'est pas vraiment français. C'est un français un peu mélangé. Donc, sur un texte que je suis en train d'écrire, par exemple, chaque fois que je dois parler, chaque fois que je dois parler de la prostitution, le premier mot qui me vient, c'est tiel, par exemple. Oui. Donc, pute, ça vient après. C'est ce que je suis en tant qu'humain qui se traduit dans mon écriture. Et je suis quelqu'un qui a... j'ai lu le mot hier, je crois que c'est diglossie. C'est un terme que j'ai lu dans un article que nous avons reçu pour la revue Lélo que nous allons éditer. Oui. Et donc j'ai appris à l'occasion que j'étais donc, je souffrais, si on veut, de diglossie. Donc j'ai deux langues dans ma langue qui se battent peut-être pour un combat de hiérarchie, mais voilà, qui s'entremêlent aussi. Chaque fois que je parle français, il y a du lingala dedans. Chaque fois que je parle lingala, il y a du français dedans. Et donc, selon l'inspiration, j'écris plutôt en lingala ou plutôt en français. Et je n'ai pas envie de théoriser ça, en fait. Et je crois que parfois on théorise trop. Il faut juste constater que je suis à la fois cet humain qui a deux langues qui s'entremêlent parce que j'ai deux cultures, en fait, qui s'entremêlent. Pour le professeur Yoka Liemudaba, que j'ai reçu ici, la langue française, c'est la langue concubine, alors que la langue lingala, c'est la langue officielle, légitime, en fait. C'est possible, même, enfin, déjà qu'il n'y a pas un Congolais type. Oui. Il y a beaucoup de Congolais. Je connais des Congolais qui ne parlent pas lingala. Oui. C'est pas pour longtemps qu'ils ne sont pas Congolais. Ils sont Congolais, voilà. Je connais des Congolais qui parlent que Chiluba, qui ne parlent pas français, ni lingala. Donc, il y a une diversité dans ce pays. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des réalités que je ressens en tant qu'humain qui naturellement se traduisent en lingala. Mais puisque j'ai eu une éducation, une instruction en français, oui. Il y a peut-être des constructions, lorsque je dis pas que le lingala, ce n'est pas une langue qui permet de réfléchir, mais à cause de l'éducation que j'ai eue, oui. Lorsque je veux philosopher, c'est le français qui vient. Mais peut-être que lorsque je veux parler d'amour, c'est le lingala qui vient. Mais après, ce n'est pas la règle pour tout le monde. Il faut qu'on accepte le fait que nous sommes des gens divers, un peu éclatés dans cette réalité que nous avons eue de par l'éducation, de par notre histoire. Certains ont parlé du viol. On dit que le français, la colonisation est entrée par effraction, que c'est un viol. C'est possible, mais aujourd'hui, c'est une réalité. Donc, okay. Il y a un enfant qui est né, et ces enfants, c'est nous. On peut faire cet effort de se retrouver entre les eaux pour trouver où est notre identité, plutôt à gauche ou plutôt à droite. Mais peut-être qu'il faut juste accepter le fait que nous sommes des hommes nouveaux, oui. Que nous ne pourrons jamais plus être les Congolais d'avant la rencontre avec les Blancs, avec les Occidentaux, mais nous ne pourrons jamais non plus être des Occidentaux. Nous ne pourrons jamais être des Occidentaux. Nous sommes quelque chose de nouveau. Et c'est ce quelque chose de nouveau que nous devons accepter, regarder avec courage, parce qu'il s'agit de courage de s'accepter. Ok. Là, nous sommes à la fin de notre émission, mais avant qu'on atterrisse, avez-vous un mot à dire à propos de cette émission Belles Lettres, cette émission qui vous a reçu? Moi, je suis plutôt agréablement surpris par le format d'abord, parce que généralement, la littérature, c'est un peu le parent pauvre. On nous grignote de temps en temps 10 minutes, 5 minutes par là. Mais ici, on a vraiment eu l'occasion d'aborder longuement notre conversation, surtout que moi, j'aime parler, j'ai beaucoup parlé. Mais aussi le cadre qui est très, très agréable.
le présentateur qui est lui-même, on sent un homme de culture, qui a la sensibilité qu'il faut pour provoquer les vraies questions et les vrais débats. Donc pour moi, c'est vraiment une belle expérience. Je souhaite que cette émission grandisse, mais aussi l'ensemble des initiatives culturelles que vous pourrez prendre dans le cadre de cette chaîne, mais aussi peut-être en dehors de celle-ci. Je vous félicite particulièrement et pour le format et pour la maîtrise de votre prestation. Merci beaucoup. Nous vous disons aussi merci pour votre disponibilité et surtout pour avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Chers téléspectateurs, aujourd'hui, nous avons reçu l'écrivain Tata Longhi Béatitude, avec qui nous nous sommes entretenus autour de la littérature. Nous espérons que vous avez été enrichis comme moi je l'ai été. Nous vous disons merci de nous avoir suivis et vous fixons rendez-vous à notre prochain numéro. Bye bye.